Merci à vous, merci de votre attention. Merci Émilie, bonjour à tous, merci de votre présence. Donc effectivement, je m'appelle Chris Esson, donc c'est mon pseudo de ville complotiste sur Internet. J'ai commencé à m'intéresser au phénomène OVNI il y a 9-10 ans, grâce à un collègue de travail qui m'a initié en fait, ou qui m'a fait connaître les travaux de Jean-Pierre Petit. Grâce à cette BD, en fait, Jean-Pierre Petit, il écrit pas mal, c'est un scientifique qui a écrit plein de BD, et dont cette BD qui s'appelle Le Mur du Silence, où le héros de la BD, Anselme Lanturlu, s'amuse avec des dispositifs électromagnétiques pour contrôler l'écoulement de l'eau. Et puis, de fil en aiguille, le héros, donc Anselme Lanturlu, arrive à faire avancer un sous-marin sous l'eau, grâce à son dispositif électromagnétique qu'on appelle la magnéto-hydrodynamique. Et à la fin de la BD, il fait même voler une soucoupe volante. Et je me dis, ah, ça c'est intéressant. Quand j'étais adolescent, il y a bien longtemps, j'avais lu des bouquins de Jean-Claude Bourret, et dans les années 70, par là, 70, oui, fin 70. Et après, je n'avais pas creusé le sujet plus que ça sur le phénomène OVNI. Donc bon, je me suis réintéressé au sujet. Et finalement, c'est comme ça que j'ai découvert que non seulement on nous cache des choses sur le phénomène OVNI, mais qu'on nous cache des choses sur un peu tous les sujets, la santé, la géopolitique, le 11 septembre, tous les événements, tous les grands événements majeurs qui arrivent sur la planète. Bon, donc on nous dit franchement, on nous raconte ce qu'ils veulent. Et j'ai décidé, du coup, au fil de mes découvertes, j'avais envie de synthétiser ce que je comprenais, ce que je découvrais, et d'expliquer ça. Et j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, sur YouTube. Une première vidéo qui était sur le phénomène OVNI, une synthèse de tous les cas intéressants que j'avais trouvés, qui dure 1h30. Et après, une fois qu'on est convaincu que le phénomène existe, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de encore lire des livres sur est-ce que le phénomène existe, parce que j'étais convaincu. Donc il m'a fallu du temps quand même pour me convaincre que le phénomène existe vraiment, parce que vu ma formation scientifique, donc je suis ingénieur, j'ai une équipe de 70 ingénieurs à peu près, et donc c'est un milieu totalement fermé au sujet. J'essaie de les convaincre, mais bon, non, je me heurte à des murs, hein, je passe un peu pour un fou au boulot. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi un pseudo. Donc, une fois qu'on est convaincu que le phénomène existe, ce qui m'a le plus interpellé, c'était voir que la physique qu'on nous enseigne à l'école et dans les écoles d'ingénieurs n'était pas complète, en fait. Donc ça m'a quand même été un choc de comprendre comment ça marche et où est-ce que notre physique échoue, qu'est-ce qui est faux dans notre physique actuelle. Voilà, donc c'est vraiment ça qui a été mon fil conducteur, comprendre, et tenter de comprendre comment ça marche. Et donc c'est pour ça que ma conférence aujourd'hui va s'intituler « De la découverte de l'électrogravité à la théorie de la gravitation de Nikola Tesla ». Donc qu'est-ce que l'électrogravité? Donc ma conférence va apporter des réponses à toutes les questions qui viennent. Donc qu'est-ce que l'électrogravité? Est-ce que cela existe vraiment? Sait-on la mettre en œuvre et depuis quand? Que dit la science officielle? Qu'a découvert Nikola Tesla? Qu'est-ce qui ne marche pas dans la relativité générale? Que sait-on de la théorie dynamique de la gravitation de Tesla? Et peut-on retrouver la théorie de la gravitation de Tesla? Donc, j'en ai à peu près pour 1h30 pour répondre à toutes ces questions. Voilà. Et alors, on va remonter dans le temps finalement. Et donc, la première, une petite vidéo d'1 minute, bon, c'est en anglais, j'ai sous-titré. Témoignage que vous connaissez, peut-être qu'un grand nombre d'entre vous connaît. Donc, une intervention d'un gars qui est dessinateur ou maquettiste, donc qui fait des couvertures de magazines, qui s'appelle Mark McCandlish, qui a beaucoup travaillé pour l'US Air Force. Donc, il a témoigné en mai 2001 donc, à une conférence qui s'appelle le Disclosure Project, organisée par Stephen Greer aux États-Unis.
Et là, il va raconter son témoignage d'une anecdote, ou donc quelque chose qui est arrivé en 1988. Donc là, la vidéo date de 2001, mais il nous raconte quelque chose qui lui est arrivé en 1988, où un week-end de novembre 1988, il devait aller voir un salon, un show aérien militaire avec un copain à lui bien introduit dans le domaine. Et donc c'était un show sur une base militaire. Et manque de chance, le vendredi soir, il reçoit une commande en urgence d'un magazine style Aviation Week. Bon, c'est sûr, ils lui ont passé commande de la couverture du magazine qui devait sortir incessamment sous peu sur les avions du futur. Et il a dû décommander la visite avec son collègue, avec son ami, au salon. Et le dimanche soir ou le lundi matin, son ami le rappelle et lui dit franchement, tu as loupé quelque chose parce que là, j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir. Et donc son ami lui explique qu'il a vu 3 soucoupes volantes, mais fabriquées par donc une boîte américaine qui s'appelle Lockheed Martin. Donc c'était dans les locaux, dans le hangar de Lockheed Martin. Donc 3 soucoupes volantes, fabriquées par, donc qui ne sont pas des soucoupes volantes extraterrestres, qui sont des répliques. Donc ça s'appelle des Alien Reproduction Vehicle, ARV, Alien Reproduction Vehicle. Donc c'est une soucoupe fabriquée par Lockheed Martin. Bon, donc j'ai fait une petite synthèse de son, donc donc la vidéo. Hop là. Alors c'est en anglais sous-titré. Ça dure 1 minute. Good morning. My name is Mark McCandlish, and for the last 21 years, I have worked as a conceptual artist for a variety of defense contractors. In 1988, in November, a college buddy of mine, an associate by the name of Brad Sorensen, informed me that he had personally witnessed 3 flying saucers at a very large hangar at Norton Air Force Base during the course of an air show that was held on Saturday, November 12, 1988. A male staff member in Congressman Brown's office not only confirmed the exhibit, but the fact that there were 3 discs at that exhibit. These discs were hovering off the floor without any visible means of support. They were referred to as alien reproduction vehicles, also nicknamed the flux liner because they used high voltage electricity. Voilà, donc il dit que son collègue a vu des soucoupes volantes dans le hangar, c'est dans le hangar de Lockheed Martin. Bon, il y en avait 3, une petite, une moyenne, une grande, toutes sur le même modèle. Comme son collègue Brad Sorensen il a eu la chance, il y avait des schémas explicatifs, et puis il y avait des capots d'enlever, et le gars est très, très observateur, donc il a fait un croquis qu'il a passé à Mark McCandlish, et lui, Mark McCandlish, c'est son boulot de faire des dessins et des couvertures de magazines. Et donc, il a reproduit, d'après les indications de son collègue, il a reproduit cet engin. Et toute la question après est de comprendre comment ça marche. Donc, ces engins flottaient dans le hangar sans bruit. Voilà. Donc, ça s'appelle, son surnom, c'est le Flux Liner. Et comme disait Mark McCandlish, ça utilise de l'électricité à haute tension. Donc, après, c'est comment ça marche. Alors avant ça, on va essayer de voir qui est le premier qui a compris le comportement comment volent ces engins. Le premier, ou dans les traces, dans les recherches que j'ai trouvées, le premier à comprendre le principe de vol assez général des soucoupes volantes, c'est un Français, le lieutenant Plantier. Alors ils en parlent alors j'ai le Paris Match qui date d'octobre 54, où c'est l'article, la photo est prise du Paris Match de 54. Et donc, ils font un reportage sur le lieutenant Plantier, donc ils avaient, théoricien de la soucoupe. Donc, dans les années 54, c'était la vague des soucoupes volantes en France et aux États-Unis. Et le lieutenant Plantier, en fait, dès 53, c'est en septembre 53, il a sorti un article dans le journal des forces aériennes françaises, donc c'est dans le journal de l'armée, où il expliquait que nécessairement ces engins volent grâce à de l'antigravité. C'était la première fois que quelqu'un comprenait que ce n'était pas de la propulsion, il n'y a pas comme une fusée, on ne va pas projeter de la matière, mais il comprend pour la première fois que c'est de l'antigravité. Et il comprend aussi tous les avantages de l'antigravité, que je vais expliquer tout à l'heure. Donc ça, c'est le lieutenant Plantier qui est le premier donc, à comprendre le principe de vol. Où on voit par exemple que ici,
une soucoupe, quand elle veut se déplacer sur le côté, bon, elle va s'incliner parce que la poussée antigravité est en fait verticale par rapport à l'axe de la soucoupe. Et avec la gravité terrestre, ça la fait finalement se déplacer comme ça. Bon. Et il comprend aussi donc, que les personnes à l'intérieur ne ressentent rien. Donc ça, je vais expliquer juste après. Alors, il y a une autre personne, pareil, dans les mêmes années 50, Paul Hill, un ingénieur de la NASA, ou même de la NACA, parce que la NASA a été créée en 58, donc avant la NASA, ça s'appelait la NACA. Paul Hill était au cœur de la NACA et étudiait aussi donc, les observations de soucoupes qui étaient signalées. Et lui, donc lui-même, en a vu. Et pareil, il a écrit donc, toute sa vie, il a consacré sa vie à comprendre le phénomène, mais le bouquin n'a été publié qu'après sa mort. Il ne pouvait pas le publier avant. Donc c'est sa fille qui l'a publié après sa mort. Et donc le livre qu'il a sorti s'appelle Unconventional Flying Objects. C'est une des références en termes de livres sur le sujet. Et alors lui, il démontre que les soucoupes utilisent de l'antigravité, donc un champ de propulsion, un champ de force répulsif, mais ce qu'il comprend aussi, c'est que c'est un phénomène qui est pulsé. Donc ce n'est pas quelque chose de constant. La poussée va être pulsée à très haute fréquence. Et lui, il le comprend. Alors, quelle différence entre antigravité et électrogravité? Alors déjà, je vais définir ce que c'est de l'antigravité. Donc l'antigravité, il faut que ce soit un champ de force qui va pousser, qui va pousser les objets. Et alors, le champ de force, il faut en plus que ce champ de force compense un minimum la gravité terrestre si on veut réussir à décoller. Il faut que ça fonctionne dans le vide, parce que donc il ne faut pas que ça s'appuie sur l'air, sinon dès qu'on va sortir de l'atmosphère, ça ne va pas marcher. Donc ça ne paraît pas réaliste pour des vaisseaux qui viendraient de très loin. Alors, une chose très importante, il faut que ça s'applique à tous les objets qui sont présents dans le champ, quelle que soit leur matière, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur forme. Donc il faut que ça s'applique à tout, à n'importe quoi. Et alors, une autre chose aussi très importante, il faut que la force qui s'applique sur les objets soit proportionnelle au poids de chaque objet. Pourquoi ça? Donc, j'ai rappelé, le poids en fait, d'un objet, c'est la masse fois la gravité. Je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. P égale mg. Donc, P, c'est le poids, la force qui va s'appliquer sur quelqu'un. Et donc, est proportionnelle à sa masse. M, c'est la masse. Et il y a une relation de la physique qui dit que la somme des forces est égale à la masse d'un objet fois son accélération. Donc on a finalement ici quelqu'un au repos, on a quelqu'un qui est en chute libre plutôt, quelqu'un qui est en chute libre, il va subir son poids et son poids est égal à la somme des forces, est égal à la masse fois l'accélération. Donc on voit que la masse s'élimine, on dit que P égale mg égale masse fois accélération. Et on a donc l'accélération, le G, c'est la pesanteur terrestre, est égale à l'accélération que subit une personne. Bon. Imaginez par exemple un groupe de personnes dans un ascenseur. Un groupe de personnes dans un ascenseur, l'ascenseur monte et puis tout d'un coup, le câble lâche, l'ascenseur tombe en chute libre. Toutes les personnes quel que soit leur poids, peut avoir des gros, des petits, des légers, des moins légers, toutes les personnes vont chuter, finalement, en même temps que l'ascenseur, et finalement ne vont rien sentir, au moins tant qu'elles n'ont pas touché le sol. Bon. Mais tout le monde va chuter exactement à la même vitesse dans l'ascenseur. Donc l'ascenseur est en chute libre, les gens à l'intérieur sont en chute libre. Et bien, la force qui s'applique sur chaque personne, c'est son propre poids, la masse de chacun fois la gravité. Et cette force est égale donc à la masse de chacun fois l'accélération. Ce qui veut dire que chaque personne, l'accélération de chaque personne, sera égale à G, à la gravité terrestre. Donc chaque personne va accélérer exactement de la même manière. Rappelez-vous aussi l'histoire de la plume et du marteau qu'on fait tomber. Alors s'il n'y a pas d'air, ou sur la Lune, on prend une plume, on prend un marteau, les deux vont toucher le sol exactement au même moment. Donc c'est vraiment indépendant, parce que s'il n'y a pas d'air, il ne faut pas qu'il y ait de frottement. Donc chaque objet va chuter à la même vitesse. Donc aura la même accélération, et donc forcément aura la même vitesse à chaque instant.
Alors, ce qui est, et donc le principe de vol des soucoupes volantes, c'est de recréer une gravité artificielle qui va venir compenser la gravité terrestre ou la gravité du lieu, ou voire même être plus forte que la gravité du lieu. Et comme je disais, dans un ascenseur, les gens ne sentent rien. Ils sont entraînés dans la chute libre. Eh bien, dans une soucoupe, ça sera pareil. Dans une soucoupe, les gens vont flotter, en fait. Ils vont flotter comme s'ils étaient en chute libre. Et donc, ils ne vont pas sentir. La soucoupe pourra faire des virages et des trajectoires ou accélérer très fort. Dans la soucoupe, on ne ressent rien, comme dans un ascenseur en chute libre. Où c'est encore plus fort, eh bien, cette accélération, justement, nous on est habitué à ce que l'accélération soit constante. Cette accélération pourrait très bien, l'accélération artificielle, pourrait très bien être saccadée, d'accord, pulsée. Et c'est pareil, à chaque instant, en fait, chaque cellule de notre corps va être attirée de la même manière, donc tous nos globules rouges, toutes nos cellules vont être accélérées de la même manière, et donc finalement on ne ressent pas. Ce qu'on ressent, ce sont des chocs. Et comme toutes les cellules de notre corps sont accélérées avec la gravité qui est générée, eh bien, on ne ressent absolument rien. Donc c'est ça le principe de vol, ou au moins à l'intérieur d'un vaisseau. Donc même le siège aussi qui nous soutient, lui va accélérer, va tomber en chute libre de la même manière que nous. Et c'est pour ça qu'on ne ressent pas, finalement, on n'a pas de poussée. Le siège, on ne ressent pas la poussée d'un siège, contrairement à quelqu'un dans un avion ou une fusée. C'est le siège qui pousse la personne et le siège est lui-même attaché au vaisseau qui est poussé par le moteur. Là, donc on ressent dans une voiture ou dans un avion qui décolle, on est poussé par notre siège, mais là, on chute en même temps que le siège. Donc on ne ressent pas le siège. D'accord ? Et donc, ce qui est très fort, c'est que cette accélération peut très bien être saccadée et on ne ressentira rien. Alors, elle peut même être saccadée et aussi de direction variable. Donc l'engin peut prendre un virage, on ne va pas le sentir. Parce que toutes les cellules de notre corps et le siège va tourner en même temps que nous. Donc on ne ressent pas, c'est comme si on était au repos. Donc c'est vraiment très très important de comprendre que dans des vaisseaux qui utilisent de l'antigravité, le vaisseau peut faire n'importe quoi. À l'intérieur, c'est comme si on était au repos en chute libre. Alors, comment faire ça ? Est-ce qu'on peut faire ça au moyen... Christophe, je vais te passer le micro bleu parce que je crois qu'il y a un souci au niveau sonore. Alors, est-ce qu'on peut faire ça au moyen de forces connues de la physique classique ? Ça, c'est toute la question. Est-ce qu'on peut faire ça par déformation de l'espace-temps selon la relativité générale ? Je dirais oui, parce que si on sait déformer l'espace-temps, on va recréer une gravité artificielle comme le fait la Terre, mais encore faut-il, là il faut des énergies qui sont considérables. Donc ça ne paraît pas réaliste aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est possible avec un champ de force inconnu à ce jour ? C'est toute la question. Alors, un contre-exemple ou quelque chose qui n'est pas de l'antigravité, j'ai évoqué tout à l'heure les travaux de Jean-Pierre Petit, où Jean-Pierre Petit, où le héros Anselme Lanturlu arrivait à faire voler une soucoupe avec un dispositif électromagnétique, donc qui sont des forces connues, mais ces forces connues en fait mettent en mouvement l'air et la soucoupe flotte dans l'air. Donc finalement, c'est le flux d'air qui va faire voler la soucoupe. Bon. Donc ça, c'est pas de l'antigravité parce que ça nécessite de l'air. Donc ça ne crée pas le champ de force qu'on cherche. Donc on oublie, la MHD de Jean-Pierre Petit n'est pas de l'antigravité. Alors, qu'est-ce que l'électrogravité ? Eh bien, l'électrogravité, ça va être de créer de l'antigravité par un dispositif électromagnétique.